Alors bonjour mes élèves de 5e. Donc suite à toutes les déconvenues que j'ai eues avec la classe virtuelle, j'ai décidé de m'enregistrer en train de vous faire le cours sur Nourrir l'humanité. Donc vous tout seul en amont, vous avez travaillé avec les documents que je vous ai envoyés du CNED. Et maintenant là, je vous propose de faire la synthèse de qu'est-ce qu'il y a à retenir sur l'ensemble de ce thème. Alors la première grande idée à retenir, c'est qu'on avait déjà vu en début d'année qu'aujourd'hui on a une croissance démographique, c'est-à-dire qu'on a une augmentation de la population. Et qu'en même temps, euh, la production agricole, et notamment de céréales, qui avait augmenté de façon constante depuis la Seconde Guerre mondiale, eh bien aujourd'hui, cette production, elle stagne. Cette stagnation de la production, elle s'explique par un épuisement des sols. Le sol, c'est la partie supérieure de la terre. Ce sol, il est vivant. Il est vivant parce qu'à l'intérieur, vous l'avez vu en SVT, à l'intérieur, j'ai des êtres vivants, des micro-organismes, aussi des vers de terre, etc. Or, aujourd'hui, cette faune, elle est en train de disparaître et donc la terre devient stérile. Elle n'a plus cette capacité de produire. Donc, nécessairement, l'homme va être obligé de modifier ses techniques agricoles, sinon on court sur le long terme à la catastrophe. Ça, c'est la première idée, hein, d'accord? Donc, la production agricole aujourd'hui stagne, alors qu'elle a augmenté pendant des années, alors que la population continue d'augmenter. La deuxième idée, c'est que la production, elle est répartie de façon inégalitaire. Si je prends l'exemple du blé que vous étiez amené à étudier, on voit qu'il y a des pays qui sont des gros producteurs. Par exemple, les États-Unis, l'Europe. Et à l'inverse, on a des pays qui sont des tout petits producteurs. Par exemple, le continent africain, c'est le plus petit producteur. Ça veut dire qu'il y a des pays qui sont gros producteurs, qui sont capables de vendre des céréales. Et à l'inverse, ceux qui ne produisent pas assez, ils vont être obligés d'acheter. Alors là, ça me permet de revoir deux termes importants, exporter et importer. Alors, exporter, je retrouve le ex comme extérieur. Et importer, je retrouve, alors là c'est IM, mais je retrouve le IN de intérieur. Donc, par exemple, ici, je symbolise le pays des États-Unis. Je suis un gros producteur. Je peux vendre du blé. Donc il y a une partie de mon blé qui part à l'extérieur. Là, j'ai exporté. Et là, je suis un pays qui vient d'acheter du blé. Donc il y a du blé qui est rentré à l'intérieur de mon pays. J'ai donc ce pays-là à importer du blé. Deuxième idée, vous avez fait une étude de cas précise, c'est celle de l'Éthiopie. Donc l'Éthiopie, c'est un pays qui est en Afrique de l'Est. Et là, vous avez repéré qu'il y a une partie de l'Éthiopie, le nord et l'est, qui est en situation j'ai oublié le mot. Sécurité alimentaire. L'insécurité alimentaire, c'est lorsqu'on n'est pas capable d'être constamment, d'offrir une nourriture suffisante et saine. C'est-à-dire qu'il y a à la fois une notion de durée, c'est-à-dire j'ai à manger tous les jours. Il y a une notion de quantité, j'ai à manger tous les jours en quantité suffisante, mais il y a aussi une notion de qualité. Là, qu'est-ce qu'on veut dire par nourriture saine? Ça veut dire que c'est une nourriture qui ne sera pas polluée, mais qui sera aussi équilibrée nutritivement. Et par exemple, très souvent dans les pays pauvres, le nutriment qui va le plus manquer, ça sera les protéines, notamment les protéines d'origine animale. Donc ça, c'est la notion d'insécurité alimentaire.
L'Éthiopie, pour essayer de résoudre ce problème d'insécurité alimentaire, a choisi deux options. La première option, c'est gagner de nouvelles terres cultivables. Ça passe par la déforestation. Donc je prends une forêt, je coupe les arbres. Là, ça me laisse un sol qui est cultivable. Le problème, c'est que sur le long terme, ces sols vont favoriser ce qu'on appelle le problème de l'érosion. Alors l'érosion, j'ai toujours, j'en ai parlé, hein, la partie supérieure, ce qu'on appelle le sol. Vous vous souvenez, hein, c'est la partie qui est vivante. C'est celle qui permet d'être cultivée. En Éthiopie, je suis dans un pays qui connaît de grandes périodes de sécheresse. Tout d'un coup, la pluie va arriver brusquement sur un sol qui est très sec. Donc sec, vraiment très dur. Et l'eau, eh bien, elle va très peu s'infiltrer. Au contraire, elle va ruisseler. Et en ruisselant, elle va arracher ce sol et elle va l'emmener dans la rivière la plus proche. Et donc ce sol, il est perdu définitivement. Alors, autrefois, lorsqu'il y avait la forêt, les racines retenaient ce sol. Donc une des solutions, ça serait peut-être de faire des petites parcelles, une petite parcelle cultivable avec son sol, et la parcelle serait entourée d'arbres qui, par leurs racines, retiendraient ce sol. Voilà, ça c'est une des solutions, hein, il y en a d'autres. Mais en tous les cas, on voit bien que le défrichement, je gagne des nouvelles terres, c'est une solution à court terme, mais à long terme, c'est pas une bonne solution parce que finalement, ça favorise l'érosion. Deuxième solution qui est envisagée par les Éthiopiens, c'est de recourir à l'irrigation. Ça, on l'avait vu aussi avec l'eau. Alors, pareil, sur le court terme, c'est une bonne solution parce que ça va me permettre d'améliorer ma production sur ma parcelle cultivée. Le problème, c'est que sur le long terme, très souvent, l'eau, je vais la puiser dans des nappes phréatiques fossiles, celles qui sont non renouvelables. Et donc, une fois que la ressource est épuisée, eh ben, elle est définitivement épuisée. Donc, là encore, sur le court terme, c'est une bonne solution. Sur le long terme, ça paraît être une moins bonne solution. Alors, nous, on avait vu en cours, peut-être une des solutions, ça serait, oui, je recours à l'irrigation, mais avec des techniques particulières, par exemple le goutte à goutte, qui est très peu consommateur d'eau. En tous les cas, l'Éthiopie, aujourd'hui, est toujours en situation d'insuffisance alimentaire. Et donc, et j'en arrive à la troisième étude que vous aviez à faire, eh bien malheureusement, il y a une solution qui a été envisagée par l'Éthiopie et qui n'apparaît pas comme une bonne solution. Cette solution, c'est de vendre une partie de ces terres à des pays étrangers. Ces pays étrangers, ça peut être par exemple l'Arabie Saoudite qu'on avait étudié ensemble en cours. L'Arabie Saoudite, hein, c'est un pays qui est riche, mais qui a très peu, qui à cause de son climat désertique, n'est pas en situation favorable agricole. Eh bien, ces pays viennent acheter des parcelles. L'Éthiopie, pourquoi elle accepte de vendre? Parce qu'elle se dit, ah ben c'est bien, les petits exploitants, là, tout d'un coup, ils se retrouvent avec une grosse somme d'argent. Ça résout leurs problèmes du moment. Mais là encore, sur le long terme, ce n'est plus une bonne solution. Parce qu'une fois qu'ils ont fini l'argent, il ne reste rien. Et ils vont aller travailler en tant que main-d'œuvre agricole dans ces grandes exploitations agricoles qui sont mises en place par ces puissances étrangères, sauf que les salaires, ils sont insuffisants. Et que donc désormais, ils vont dépendre du salaire qui va leur être versé. Alors,
la solution qui paraîtrait peut-être être la bonne solution, c'est ce qu'on appelle le commerce équitable. Donc je reprends, c'est quoi le commerce équitable? C'est permettre à un petit exploitant agricole d'être toujours propriétaire de sa petite exploitation agricole. Il va faire de l'agriculture vivrière. Vivrière, dedans, vous retrouvez le mot vie. Il fait de l'agriculture d'abord pour lui permettre de vivre lui-même. Il est en autosuffisance. Et quand il a un petit surplus, il va aller vendre ce surplus au commerce local. Et dans un deuxième temps, s'il lui reste encore un petit peu de terrain, il va faire de l'agriculture commerciale. Par exemple, il va produire du café qu'il pourra vendre. Et si on est dans un commerce équitable, ça veut dire que de l'autre côté, moi, pays riche, quand je vais acheter mon café, qui est du commerce équitable, je vais accepter de payer mon café un peu plus cher. Pour que de l'autre côté, le petit agriculteur qui est dans le commerce équitable, il reçoive un petit peu plus d'argent. Mais il s'engage à quelque chose, il s'engage à ce que sa production, elle soit faite avec un respect environnemental. Donc, c'est gagnant-gagnant. Moi, j'ai payé un petit peu plus cher mon café, mais en échange, je sais que de l'autre côté, celui qui produit, il produit en respectant plus l'environnement et qu'il recevra un peu plus d'argent, ce qui permettra son développement social. On est bien dans les trois enjeux du développement durable. Enjeu économique, le petit agriculteur, il gagne un peu plus d'argent. Développement social, ce petit agriculteur, il aura un petit peu plus d'argent. Peut-être qu'il va pouvoir donc envoyer à l'école ses enfants, etc., mieux se soigner. Et développement durable, parce que l'environnement aura été mieux protégé. Je reviens, ça veut dire que nous, consommateurs des pays riches, on a toujours le choix. On a le choix par nos choix de consommation. Le développement durable, ce n'est pas uniquement des décisions au niveau gouvernementaux, c'est aussi une décision individuelle de tout un chacun dans son alimentation quotidienne. Je vous donne un deuxième exemple. Le consommateur du pays riche, il peut dire « Je vais un petit peu diminuer ma consommation de protéines d'origine animale. » Parce que je sais que pour produire 1 kilo, par exemple, de steak de viande, il y a derrière beaucoup de consommation d'eau. Il y a eu de l'eau pour donner à boire à cette bête, mais il y a eu aussi de l'eau pour arroser les plantes qui ensuite seront données à manger à cette bête. Voilà. Donc je termine mon cours là-dessus, sur cette idée, et je reviens sur 3 définitions majeures. L'agriculture vivrière, c'est celle du petit producteur qui produit pour lui-même. On la trouve plutôt dans les pays pauvres. L'agriculture commerciale qui est faite pour être vendue. Cette agriculture, si elle est dans une démarche de développement durable, elle peut être très positive. Et ensuite, une agriculture productiviste, c'est celle des pays riches où on cherche à produire beaucoup, mais parfois c'est au détriment de la qualité de l'environnement. Cette agriculture productiviste, c'est celle qui est responsable pour beaucoup de la destruction des sols. Voilà. Je vous remercie pour votre attention et puis je vous souhaite bon courage.